Bonjour. La communication d'aujourd'hui, comme vous le constatez, elle s'intitule Collecte des données, capter le signal du GPS client pour guider votre projet entrepreneurial. Cette communication, vous l'aurez constaté, elle vient en complément des deux communications précédentes. La première qui était consacrée à la collecte des données primaires et la seconde communication était consacrée à l'impératif de représentativité de l'échantillon pour pouvoir extrapoler les données. Donc en complément, aujourd'hui, je traite de la collecte des données pour orienter le chef de projet pour qu'il puisse réussir son projet entrepreneurial. L'intitulé est un peu particulier dans le sens où j'utilise le signal du GPS client. Dans mon esprit, c'est un peu pour dire que de la même manière qu'un GPS de voiture guide un conducteur vers sa destination en tenant compte du trafic et des détours, le GPS client, lui aussi, va permettre au chef d'entreprise de pouvoir capter en vue d'ajuster son offre aux besoins, aux désirata du client. Donc, on va s'intéresser à la collecte des données et pour partir, pour entamer ma communication, j'ai pensé qu'il était intéressant de s'appuyer sur une phrase qui est celle de Theodore Levitt, économiste américain, qui dit que la raison d'être d'une entreprise est de créer, de garder un client. Donc, cette phrase nous permet de constater et de comprendre que l'entreprise ne peut exister que par les clients. Malheureusement, c'est dans la réalité, qu'est-ce qu'on constate? Que malgré cette raison d'être, on observe au niveau des entreprises une attrition des clients, c'est-à-dire une perte de clientèle, et on essaie de s'interroger sur les raisons de cette perte de clientèle. Il y a des conditions qui sont objectives, celles qui sont liées à la dynamique concurrentielle du marché. On ne peut pas y échapper. La concurrence échappe à l'entreprise. C'est une réalité auquel l'entreprise est confrontée. Et dans cette situation, le client est de plus en plus sollicité par les concurrents et on peut aisément comprendre qu'on peut perdre un client parce que les concurrents offrent un prix plus intéressant. Mais il y a d'autres raisons qui sont propres à l'entreprise et qui sont liées à son offre et notamment le produit ou le service qu'elle offre et qui présentent une certaine inadéquation par rapport aux attentes du client. Et cette inadéquation, elle peut être perçue à travers la composition du produit. Peut-être que l'entreprise va composer son produit sans tenir compte des attentes du client. Par exemple, pour des diabétiques, lorsque vous mettez trop de sucre, il est clair que vous allez perdre cette catégorie de clientèle. Éventuellement, la contenance, vous utilisez un conditionnement inadapté pour une personne qui vit seule. Il est clair que si elle désire acheter des produits liquides, ça va être certainement des produits d'une contenance de 1 litre. Ça pourrait être aussi, et on l'observe de plus en plus dans les générations nouvelles, il y a des exigences en matière d'impact sur l'environnement. Les gens ou les clients, avant d'acheter, se posent la question, est-ce que cette production n'a pas un impact négatif sur l'environnement? Et enfin, de plus en plus, le consommateur est attaché à vivre une expérience que simplement acheter un produit. Et cette expérience peut être altérée par une attente, on va imposer une attente au client. Peut-être que aussi, lorsque le client s'exprime, il constate qu'il n'est pas écouté, ou éventuellement, il y a une certaine indifférence à l'égard du client. Alors, pour résoudre ou pour parer à ces problèmes, on a observé depuis un moment qu'il y a une ascension du client au centre des préoccupations du client, de l'entreprise. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, il y a
un intérêt pour les préoccupations du client et il faut les traiter. D'abord, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une exacerbation de la tension concurrentielle sur le marché. Parce que aujourd'hui, il y a une multiplication des acteurs du fait par que l'investissement, la création d'entreprises était une opération qui est de plus en plus facilitée. C'est aussi lié à la mondialisation. Avant, notre concurrent, c'était quelqu'un qui était dans la même zone géographique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un concurrent qui est installé à des milliers de kilomètres. Mais aussi, il y a de plus en plus une transparence du marché du fait de la disponibilité de l'information. Et la transparence des marchés, c'était l'une des conditions pour qu'il y ait une concurrence pure et parfaite. Ensuite, on a observé au niveau du consommateur qui s'est adapté à cette réalité de la concurrence et qu'il est devenu de plus en plus exigeant, mais aussi à la fois intéressé par la qualité de l'offre, mais aussi par la qualité de l'expérience qu'il va vivre depuis le moment où il prend contact avec l'entreprise jusqu'au moment où il va acheter son produit et il va le consommer. Et enfin, on a aussi observé pourquoi on s'intéresse aux clients, parce qu'il y a une évolution du management, de la gestion de l'offre vers la gestion de la demande. Avant, l'entreprise s'est préoccupée, quel est le produit que je vais fabriquer, et ensuite je vais le vendre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une démarche qui consiste à se poser la question, quelle est la demande qui est exprimée dans le marché et comment je vais faire pour pouvoir y répondre de manière singulière. Alors pour cela, il faut investir dans la connaissance du client. La connaissance du client, finalement, si on doit la définir, elle pourrait être définie comme étant un ensemble de données sur la clientèle. Quelles sont ces données? Elles sont diverses. Il y a d'abord les données socio-démographiques. Âge, revenu, situation familiale, catégorie socio-professionnelle. Ce sont des données qui permettent à l'entreprise d'identifier la clientèle qui est intéressée par son produit et elle va essayer donc de faire une classification de cette clientèle par rapport à ces données socio-démographiques, par exemple l'âge. Il y a aussi la dimension géographique. L'entreprise va devoir aussi s'intéresser aux données de localisation de la clientèle potentielle. Elle est où? Est-ce que ce sont des citadins, des ruraux? Mais aussi, on doit s'intéresser aux données psychographiques, c'est-à-dire le style de vie. Quelles sont les valeurs et les motivations d'achat et éventuellement les freins? Et enfin, les données transactionnelles, c'est-à-dire quelles sont les habitudes d'achat, les fréquences d'achat, sensibilité aux promotions. Toutes ces informations, elles sont nécessaires à l'entreprise pour pouvoir adapter son offre aux exigences du marché. Ces données qu'on vient d'évoquer, elles peuvent être aussi utilisées, elles sont utilisées comme critères de segmentation par Kotler, éminent auteur en marketing. Et Kotler nous dit que ces informations peuvent servir à segmenter le marché, c'est-à-dire en réalité, on va constituer des sous-groupes homogènes. Et ces sous-groupes homogènes, on va voir quelles sont les options en matière de stratégie marketing. On note que lorsqu'on observe, on a des indications sur cette clientèle, il y a 3 options en matière de marketing. Il y a ce qu'on appelle le marketing indifférencié, c'est-à-dire que malgré la diversité que l'entreprise va noter sur le marché, elle va faire une offre unique à tous les segments de marché. Je pense que cette façon de procéder n'a plus cours aujourd'hui. Elle pouvait se justifier il y a quelques décennies parce que les clients voudraient avoir des produits qui sont différents. Et de plus, ce marketing ne peut être pratiqué qu'à une seule condition. Soit l'entreprise dispose d'un monopole de fait par la loi, ou éventuellement elle a une avancée technologique telle qu'à la limite, elle peut ne pas tenir compte des différences observées au niveau des clients. Un des avantages, c'est que vous allez produire un seul produit en volume et vous allez réaliser des économies d'échelle. L'inconvénient, c'est que le produit peut ne pas être adapté aux besoins de clients, d'un segment en particulier. Et tout à l'heure, on avait parlé du conditionnement. Le conditionnement peut être un élément de différenciation ou d'inadaptation
du produit par rapport à un segment de marché. Par exemple, quelqu'un qui vit seul va acheter, serait beaucoup plus intéressé par un produit d'un litre que d'un produit de 5 et 10 litres. Deuxième élément, c'est ce marketing qui est le plus pratiqué, c'est le marketing différencié. L'entreprise va devoir choisir le segment ou les segments auxquels elle entend répondre, et pour chaque segment de marché, elle va proposer une offre particulière. L'avantage pour l'entreprise, ça lui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque segment qui est sélectionné. Mais cela présente un inconvénient parce que on va produire des produits différents et ça va engendrer des coûts élevés. Enfin, le troisième marketing, il est qualifié de marketing de concentration ou généralement on le caractérise comme étant un marketing de spécialiste, c'est-à-dire que l'entreprise va aller chercher un segment émergent qui n'est pas important en volume et elle va proposer son produit à ce marché-là. L'avantage, c'est qu'il y a une expertise de l'offre qui est reconnue, mais aussi il y a un inconvénient, le marché est limité. Mais il faut aussi se dire que en réalité, lorsque ces marchés-là émergents sont exploités par de petites entreprises, mais au fur et à mesure que ces marchés prennent l'entreprise, vous allez voir l'arrivée des grandes marques pour proposer leurs produits. Enfin, on peut s'interroger, pourquoi la connaissance du client est-elle essentielle? D'abord parce qu'on est dans des marchés où de plus en plus, on est parti du marketing de masse, des segments, de niche, et on est aujourd'hui dans le one-to-one. Pratiquement, aujourd'hui, chacun des clients a une demande particulière. Et donc, le fait d'avoir des informations sur la clientèle, ça nous permet de personnaliser l'offre. Ensuite, ça permet aussi de tenir compte de l'expérience du client et de l'enrichir. Enfin, cette connaissance du client, elle a aussi un objectif, c'est de permettre la fidélisation, de renforcer la fidélisation de la clientèle, mais aussi, en même temps, elle permet à l'entreprise, celles qui sont engagées dans l'innovation, de pouvoir innover le produit pour répondre aux besoins des clients ou des besoins futurs du client. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Que investir dans la connaissance de la clientèle ne doit pas être simplement considéré comme étant une simple dépense. Ça doit être considéré comme un investissement. Cet investissement, il est rentable à moyen et long terme. D'abord, parce que fidéliser un client coûte moins cher que de conquérir de nouveaux clients. D'abord, on va dépenser moins d'argent en publicité et de prospection. Et donc aussi, le fait aussi, lorsqu'on a un client qui est fidèle, il se caractérise par des achats fréquents. Mais aussi, un client fidèle peut aussi être un ambassadeur de la marque. Il faut savoir qu'en matière de coûts, il y a eu un article de Harvard Business Review qui signale ou qui mentionne qu'un client coûte entre 5 et 25 fois plus cher. Le nouveau client coûte entre 5 et 25 fois plus cher que la fidélisation. Enfin, on peut aussi dire que la connaissance du client permet aussi d'améliorer l'image de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire sur la connaissance du client et la nécessité d'investir dans cette connaissance. Merci pour votre attention.